La bonne info, c'est à la bonne heure sur GTV. Bonsoir à toutes et à tous. Merci de suivre l'actualité de ce vendredi 16 août 2024, dont voici les titres. Assainir le secteur de la presse, c'est l'objectif que s'est fixé l'État du Sénégal. Il a créé et lancé ce vendredi une nouvelle plateforme de recensement des médias. La cérémonie a eu lieu à la Maison de la Presse sous la présidence du ministre de la Communication, des Télécommunications et du Numérique qui en a profité pour se prononcer sur la récente journée sans presse au Sénégal. Le bilan de l'accident de Ndoulo s'alourdit. Il est passé à 9 morts. Ce terrible accident s'est produit hier entre Diourbel et Mbacké. Un minicar transportant des membres d'une même famille a été percuté par un camion venant en sens inverse. Le Forum civil à l'écoute des victimes de violences politiques. Une rencontre a été tenue avec ces dernières à Saly, Portudal. À l'issue, le coordonnateur du Forum civil, Birahim Seck, a plaidé pour l'abrogation de la loi d'amnistie en vigueur portant sur les faits liés aux manifestations politiques. Vous l'entendrez dans cette édition. Et puis l'intersyndicale des travailleurs des collectivités territoriales qui désapprouve la sortie de leur ministre de tutelle. Ses membres jugent les propos du ministre Moussa Bala Fofana injustes et inappropriés. Ils menacent de saisir la justice et de poursuivre leur mouvement tant qu'ils n'auront pas gain de cause. C'était là les titres, le développement, c'est tout de suite. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Les relations tendues entre le nouveau régime et la presse préoccupent le ministre de la Communication, des Télécommunications et du Numérique. Alioune Sall a procédé ce vendredi au lancement de la plateforme de déclaration des médias. Elle a comme objectif l'enregistrement et la réglementation du secteur des médias. À cette occasion, la tutelle nie les accusations selon lesquelles l'État voudrait museler la presse sénégalaise. Suivons le compte-rendu de cette rencontre signé Mansour Jassé. Lors du point de presse organisé pour le lancement de la plateforme Déclaration Média, le ministre de la Communication et des Télécommunications du Numérique a fait la cartographie des médias au Sénégal. Selon lui, il y a 50 quotidiens, 150 sites d'information en ligne, 300 radios et 35 chaînes de télé sur la TNT. C'est-à-dire faire une première cartographie. Quand on a fait la cartographie au Sénégal, on dénombre 50 quotidiens, 150 sites d'information en ligne, 300 radios et 35 chaînes de télévision sur la TNT. 300. Les télévisions qui sont dans le TNT aujourd'hui, c'est 35. Il ajoute que le gouvernement n'a pas l'intention de museler la presse comme le stipulent certains. À l'en croire, aucune entreprise de presse ne sera privilégiée au détriment des autres. Les gens qui nous accusent de vouloir museler la presse, c'est archi faux. Les entreprises sont soumises aux mêmes lois et ils doivent les respecter. L'État du Sénégal, à travers le ministère de la Communication et des Télécommunications, n'a aucun problème avec une quelconque entreprise de médias que ce soit. Et je pense que nous sommes tous soumis aux mêmes lois et règlements. Moi, j'ai toujours dit à qui voulait l'entendre que nous avons un traitement de faveur au secteur de la presse au détriment d'autres secteurs. Selon le ministre, ces 5 dernières années, 45% des 1,9 milliard de l'aide à la presse n'a pas été donné aux entreprises de presse. Sur les 5 dernières années, 45%... Oui, ces 5 dernières années, sur 1,9 milliard, les 45% n'ont pas allé à la presse. Ça a servi à des formations et autres activités. Pour conclure, il a annoncé des réformes dans le secteur médiatique pour assainir le milieu. Il y a un besoin de restructurer. On verra comment faire pour mieux structurer les médias, pour les permettre de mieux fonctionner et assainir le milieu.
Et puis nous revenons sur ce terrible accident qui s'est produit hier et a désormais fait 9 morts et 14 blessés graves. C'était hier vers 14h sur la route nationale numéro 3 entre Ndoulo et Khouroumaké. Un camion en provenance de Gambie est entré en collision plutôt avec un minibus. 7 personnes ont perdu la vie sur le coup. Les victimes ont été évacuées à l'hôpital de Diourbel et à l'hôpital Matlaboul Fawzeyni de Touba. Atoumansi, le directeur de l'ANASER, est arrivé tôt sur les lieux et a répondu aux questions de nos reporters. Sur les lieux de l'accident, donc l'accident qui est survenu aux alentours de 14h50 entre Ndoulo et Khouroumaké. Donc c'est un accident qui a impliqué un camion, un véhicule lourd qui provenait de Diourbel, plutôt Farafenni, donc en Gambie, parce que le camion est immatriculé en Gambie. Donc il provenait de Farafenni à destination de Touba avec un minicar, donc minicar plutôt effectivement qui provenait de Diourbel à destination de Touba. Bon, maintenant je suis avec l'équipe de l'ANASER, donc qui est sur les lieux depuis un certain nombre de temps pour les besoins du Magal. Donc voyez-vous, je suis avec toute l'équipe de l'ANASER. Donc ils sont rendus sur les lieux dès les premières heures de cet accident. Donc une fois qu'ils ont été informés, ils sont venus sur les lieux pour sécuriser le lieu de l'accident. Et encore une fois de plus aussi, je salue vraiment les forces de défense et de sécurité donc, qui sont mobilisées dès les premières heures de l'accident. Et pour le moment, le bilan de l'accident est de 9 décès donc, et 14 blessés graves. Donc au début, sur le coup, il y a eu 7 décès. Mais entre-temps, le bilan a évolué. Donc le bilan a évolué, il y a 2 décès qui se sont ajoutés par rapport justement à cette situation. Et actuellement, on dénombre 14 blessés graves. Bon, pour le moment, on ne sait pas les circonstances de l'accident, donc les enquêtes vont le déterminer. Et en espérant que, effectivement, bientôt nous allons avoir quand même les résultats de cette enquête. Donc c'est pour vous dire que vraiment c'est un accident tragique qui est survenu sur cette axe route nationale numéro 3. Et vraiment, pour le moment, on souhaite quand même prompt rétablissement aux blessés. Et en même temps aussi, ceux qui ont perdu la vie, vraiment, que le bon Dieu les accueille au paradis. Et en tout cas, vraiment, c'est le constat qu'on a fait cet après-midi par rapport à cet accident tragique. Le train sera affrété pour le Grand Magal de Touba, comme l'année dernière, a annoncé ce mardi le nouveau directeur général des chemins de fer du Sénégal, Ibrahima Ba, venu assister à un don de sang de l'association des femmes du rail à Thiès. Le DG de CFS explique que les équipes sont en train de faire les dernières vérifications afin que le train puisse partir de Thiès et d'autres villes du Sénégal 3 jours avant le Magal, suivant les propos de Ibrahima Ba au micro de Khadifal. À l'occasion du Magal, effectivement, le train va circuler pour ce Magal-là, comme on l'avait fait l'année dernière. Donc cette année-là aussi, le train va circuler et va en tout cas jouer, effectivement, comme vous l'avez dit, réduire quand même le nombre d'accidents sur la route, parce que la capacité, en tout cas, qu'un train en tout cas a de pouvoir acheminer des milliers de pèlerins en une fois, je pense que c'est très représentatif et effectivement ça va beaucoup aider, en tout cas dans le cadre de ce Magal-là. Et c'est des opérations qui vont démarrer très rapidement. Les essais sont en cours, les équipes techniques sont sur la voie en train de faire les dernières vérifications. Du côté du transporteur GTS aussi, leurs équipes aussi sont ici dans nos ateliers en train de vérifier, quand même, de faire les dernières vérifications sur leur matériel. Et donc on va commencer très rapidement des essais à blanc, donc des rames. Et je pense qu'à J-3, normalement au plus tard du Magal, les trains, en tout cas voyageurs, vont commencer avec des départs. Peut-être que je laisserai peut-être sous le soin au transporteur GTS d'annoncer. Mais à coup sûr, on aura des départs de Thiès comme l'année dernière et depuis d'autres villes aussi.
Toujours à propos du Grand Magal de Touba, gestion des urgences sanitaires en cas d'accident et d'afflux massif des victimes. L'hôpital Matlaboul Fawzeyni déploie de grands moyens pour prendre en charge les victimes. À travers le plan blanc, toutes les dispositions sont prises avec la collaboration du Centre des opérations d'urgence sanitaire, a annoncé Dr Maktar Lo, directeur du centre hospitalier Matlaboul Fawzeyni. Il est au micro de Adamaba. Le motif de cette rencontre, c'est d'organiser un exercice de simulation de ce qu'on appelle le plan blanc. Et le plan blanc, c'est le plan de mise en alerte des services hospitaliers. Ce plan permet à l'hôpital de tester sa capacité de réaction par rapport à une prise en charge d'un afflux massif de blessés. Et ça rentre en droite ligne dans le cadre des activités de préparation du Grand Magal de Touba. Parce que le Grand Magal de Touba est un événement d'envergure internationale et qui mobilise beaucoup de populations. Et l'hôpital Matlaboul Fawzeyni de Touba, étant un hôpital de référence au niveau de la région et de ses environs, doit jouer sa partition et doit se préparer pour toutes les éventualités possibles. Et c'est à cause de cela que nous avons sollicité les services du COIS, le Centre des opérations d'urgence sanitaire de Dakar, et également la collaboration et la contribution de la Direction régionale de la santé de Diourbel et des partenaires au développement comme l'OMS et le CDC pour qu'on puisse organiser cet exercice. L'hôpital Matlaboul Fawzeyni a bénéficié durant ces 2 jours d'un très grand renforcement de capacité par rapport au plan blanc. Et je pense que les recommandations qui seront issues de ce document seront vraiment suivies avec beaucoup d'attention au niveau de la direction et également au niveau des membres de l'équipe de la cellule de crise, mais également des membres du comité permanent qui doit veiller à la mise en œuvre à temps réel de ce document-là. Je vous l'annonçais en titre à Sali, un atelier d'échange sur la lutte contre l'impunité lors des violences politiques s'est tenue. Cette rencontre a réuni le Forum civil et des jeunes victimes de ces violences. Birahim Seck, coordonnateur du Forum civil, pense que la loi d'amnistie en vigueur doit être abrogée et qu'une enquête sérieuse et indépendante doit être ouverte pour apaiser les cœurs de ces victimes. Birahim Seck s'est exprimé au micro de nos correspondants à Bourg, Astoso et Ousmane Bitey. Lutter définitivement contre l'impunité au niveau du Sénégal, surtout qu'au Sénégal, qu'on a voté une loi d'amnistie et unanimement, les participants ont proposé fondamentalement que cette loi d'amnistie soit abrogée. Et cette loi d'amnistie doit être abrogée, quelles que soient les conséquences juridiques. Symboliquement, nous pensons que les parlementaires doivent introduire un acte au niveau de l'Assemblée nationale pour que cette loi soit abrogée. Ça, c'est peut-être sur le court ou long terme. Mais de façon immédiate et de façon urgente, nous avons entendu des témoignages quand même assez déplorables dans la salle, allant dans le sens quand même d'un déficit, pas d'un manque, mais d'un déficit de prise en charge des différentes victimes. C'est pour la raison pour laquelle nous lançons un appel poignant à l'endroit des autorités pour qu'ils prennent en charge de façon effective en termes de suivi, en termes de réparation, ces différentes victimes de ces événements. Ils sont en train de souffrir. Non seulement ils sont en train de souffrir, mais leurs familles sont en train de souffrir. Par la même occasion également, nous demandons au gouvernement qu'une enquête sérieuse, indépendante, soit ouverte pour déterminer les responsabilités, pour situer les responsabilités.
Suite à la déclaration de l'intersyndicale des travailleurs des collectivités territoriales mercredi réaffirmant leur intention de poursuivre la grève, le ministre de l'Urbanisme, des collectivités territoriales et de l'aménagement des territoires, Moussa Bala Fofana, a apporté des précisions lors d'une conférence de presse. Il a également exigé aux travailleurs de regagner leur poste. Suivant les propos du ministre au micro de Mansour Diassé. L'objet de cette rencontre est d'abord primé sur le déguerpissement des éléments français du Sénégal. Je pense que le déguerpissement des bases militaires françaises ne mérite pas une négociation. Le 11 juillet, nous, organisation de la société civile et panafricaine ici présente, nous nous sommes rendus au niveau de la présidence en soumettant là-bas une lettre de protestation contre l'occupation des bases militaires sur notre sol. Le 13 juillet, le président de la République s'est mis face, on peut dire à la presse. Quand un journaliste l'a posé sur la question des bases militaires françaises, il a été un peu passif. Parfois, nos présidents parlent, mais comme s'ils sont sous le réflexe de subordination que la France nous a inculqué, que la France du moins nous a éduqués. On a appris. Toutes nos excuses pour cet élément. Nous reparlons donc de cette grève des travailleurs des collectivités territoriales qui leur relation avec leur ministre de tutelle, la sortie donc du ministre Moussa Bala Fofana qui a demandé aux travailleurs de regagner leur poste. L'intersyndicale des travailleurs des collectivités territoriales n'a pas du tout apprécié les propos de leur ministre de tutelle. Elle déplore son attitude et compte saisir la justice afin de mettre un terme à l'injustice, ce qu'ils qualifient d'injustice. Si rien n'est fait, ils disent qu'ils vont continuer leur mouvement d'humeur jusqu'à obtention de gain de cause. Suivant les détails dans cette réaction de Moussa Sissoko au micro de Ndelenjay et de Boubacar Diagne. Le ministre de l'Urbanisme, des collectivités territoriales et de l'aménagement des territoires, Bala Moussa Fofana, a tenu une conférence de presse ce mercredi pour clarifier la position officielle du gouvernement face à la grève en cours parmi les travailleurs des collectivités territoriales. Bala Moussa Fofana a souligné que le principal objectif du gouvernement est de trouver une solution durable pour mettre fin aux grèves. Nous leur demandons de retourner servir le peuple sénégalais, de retourner servir au niveau de leurs postes respectifs et de comprendre, et nous comprenons qu'effectivement, peut-être qu'il y a eu des dirigeants qui n'ont pas voulu, avec courage, leur dire que vous demandez une chose auquel vous n'avez pas droit et c'est contraire à l'esprit. Nous demandons à ceux qui sont des fonctionnaires et qui ont le droit à ces indemnités, nous leur disons retournez travailler, nous prendrons toutes nos responsabilités pour que vous puissiez rentrer dans vos droits. Le ministre a également soutenu que si l'État devait satisfaire les demandes des grévistes, cela entraînerait un coût budgétaire de 61 milliards de francs CFA, une somme considérable pour un gouvernement récemment en poste. Je tiens à informer que quand on a fait l'évaluation de l'impact budgétaire de leurs revendications, on parle quasiment de 61 milliards de francs CFA. Dont 21 milliards par année, ce qui n'est pas soutenable. Et au regard encore et toujours de comment on accède à la fonction publique, nous ne pouvons pas permettre à des travailleurs, sur la base d'une revendication, d'avoir droit à une chose dont on sait principalement comment l'on doit faire pour être fonctionnaire. Le ministre a conclu en affirmant que le gouvernement envisagera des réformes, y compris un audit social, la révision de la gestion des ressources humaines au sein des collectivités territoriales. Nous comprenons qu'il y a beaucoup de choses à réformer dans la décentralisation. Et nous sommes prêts à accompagner les maires, non seulement dans la réorganisation au niveau des différents postes et services dans nos ministères, dans les mairies plutôt, mais nous sommes même prêts à aller plus profond dans la réforme, jusqu'à voir les profils. Parce que tant qu'on n'encadre pas, tant qu'il n'y a pas un encadrement du recrutement, on aura toujours ce personnel-là qu'on n'arrivera jamais à gérer.
C'était donc là un rappel des propos du ministre Moussa Bala Fofana, réaction à la suite de laquelle d'ailleurs l'intersyndicale des travailleurs des collectivités territoriales a également réagi. L'intersyndicale donc qui déplore l'attitude de leur ministre de tutelle. Il compte saisir la justice afin de mettre un terme à cette injustice, disent-ils. Ils menacent également de poursuivre leur grève jusqu'à obtention de gains de cause suivant au nom de l'intersyndicale des travailleurs des collectivités territoriales. Moussa Sissoko au micro de Ndela Ndiaye et de Boubacar Diagne. La nouvelle dynamique imprimée par le gouvernement du Sénégal pour un Sénégal épris de justice, d'équité et de paix sociale a d'emblée rassuré l'intersyndicale des travailleurs des collectivités territoriales du Sénégal qui reste très collé aux vertus d'un partenariat social responsable, dynamique, constructif et soucieux des valeurs et équilibres républicains. Mais la sortie malheureuse et inopportune du ministre des collectivités territoriales, M. Moussa Bala Fofana, a fini de créer un malaise au sein des territoires. Cet affront à l'endroit de ces braves travailleurs des collectivités territoriales, qui sont les seuls à assurer aux populations le service public de proximité, prouve à suffisance que ce monsieur n'est pas un adepte de la paix sociale. Comment comprendre, au moment où l'intersyndicale, soucieuse des préjudices causés aux populations du fait de ces grèves répétitives constatées sur l'ensemble du pays, avait fini de proposer au gouvernement des solutions de sortie de crise pour soulager les populations, le ministre n'a rien d'autre à faire que de tenir une conférence de presse en manipulant l'opinion et livrer des chiffres erronés allant jusqu'à dire que la grève des travailleurs des collectivités territoriales était illégitime. Le ministre doit comprendre que ces augmentations généralisées des salaires par hiérarchie A, B, C, D et E n'ont rien à voir avec la fonction publique locale. Ces augmentations émanent de la volonté des organisations syndicales de notre pays qui avaient constaté des disparités sur le traitement salarial des travailleurs de la fonction publique en général et des collectivités territoriales en tant que démembrement de l'État. Le maire de la ville de Dakar, Barthélémy Diaz, a lancé ce mercredi les travaux de construction du collège d'enseignement moyen Ousmane Socé Diop de Dieuppeul, Derklé, un projet estimé à 740 millions de francs CFA. Cette activité qui a vu la participation de parents d'élèves et d'enseignants qui s'inscrivent dans le prolongement du programme de construction, de réhabilitation et de remise en œuvre des infrastructures de la ville de Dakar, mais également pour moderniser aussi la capitale sénégalaise. Suivons les détails avec Amsatou Gano. Aujourd'hui, il est question de reconstruire entièrement le CEM Ousmane Socé Diop et de réceptionner le centre médico-scolaire de Dieuppeul. Cela traduit la complémentarité recherchée entre les politiques publiques et leur nécessaire interconnexion. Conscient des enjeux liés à la santé et à l'éducation, le maire de la ville de Dakar compte accompagner les actions de ces deux secteurs qu'il juge essentiels dans la préservation de la dignité humaine. Ainsi, le Sénégal pourrait améliorer le système éducatif à travers une meilleure gestion et avoir des meilleurs soins dans les centres médico-scolaires qui traînent leur lot de maux. En effet, l'éducation constitue avec la santé les deux piliers essentiels pour la préservation de la dignité humaine. C'est pourquoi le conseil municipal, conscient de l'importance vitale de ces deux secteurs, accompagne efficacement les actions de la ville dans ces domaines. Selon le maire de Dakar, ce programme vise à moderniser la capitale et à mettre les Dakarois dans de très bonnes conditions, d'où le programme de construction et de réhabilitation des établissements scolaires moyens secondaires du département de Dakar. Cet ambitieux programme traduit notre ferme volonté de moderniser davantage notre capitale en offrant aux Dakaroises et aux Dakarois les meilleures conditions de vie et d'épanouissement. La page internationale de cette édition en bref, à compter du 1er septembre prochain, les ressortissants ivoiriens seront tenus de détenir un visa pour rentrer au Maroc. Une décision prise de concert par les autorités des deux pays. La mesure va durer 2 ans et le but est de lutter contre la migration irrégulière.
Le royaume chérifien est l'un des points de transit de milliers de migrants africains qui tentent de rallier les côtes méditerranéennes. En RDC, les arrestations se poursuivent pour des personnes accusées de collusion avec le M23 après la condamnation à mort de 26 personnes par le tribunal militaire la semaine dernière. L'attention se tourne désormais vers l'est du pays. Selon plusieurs sources, les arrestations ont été effectuées à Beni et à Butembo, au nord Kivu, incluant des leaders politiques locaux. Parmi les personnes arrêtées, le numéro 1 du parti politique de l'Alliance des forces démocratiques du Congo, à Butembo, arrêté donc par les services de renseignement le 24 juillet 2024. Il est accusé d'avoir recruté des jeunes et organisé des réunions pour les inciter à rejoindre le M23 dans le nord-est de la RDC. Patrick Ptiko, ancien maire adjoint de Butembo dans le Nord Kivu, a également été arrêté le même jour, tout comme Fabrice Kakurusi, un activiste de la société civile locale. À Beni, d'autres arrestations ont eu lieu, notamment celle de Kambale Amani, décrit comme l'un des principaux recruteurs du M23 dans la région. C'est cette page internationale qui met un terme à cette édition du vendredi. Merci de l'avoir suivi. Je vous retrouve lundi pour d'autres informations. D'ici là, excellent week-end en compagnie des programmes de GTV. Bonsoir et Juma Mubarak.